L'Assemblée va entendre une déclaration faite par son Excellence M. Ahmet Davutoglu, Premier ministre de la République de Turquie. Je demande au responsable du protocole d'accompagner son Excellence. I have a great pleasure in welcoming the Prime J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre de la République de Turquie, son Excellence M. Ahmet Davutoglu. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous salue chaleureusement et j'espère que la 70e session de l'Assemblée générale sera couronnée de succès. Je souhaiterais féliciter M. Moghenly Keltoft à l'occasion de son élection à la présidence de l'Assemblée et je souhaiterais également remercier M. Sam Kutesa pour les efforts consentis en tant que président de la 69e session de l'Assemblée générale. Mesdames et Messieurs, il y a 70 ans, notre organisation a été créée. Pour reprendre les paroles de l'ancien secrétaire général Hammarskjöld, pas pour mener l'humanité vers le paradis, mais pour la sauver de l'enfer. Lorsque nous regardons en arrière, nous voyons que les Nations unies ont été très utiles pour éviter une guerre mondiale mortelle supplémentaire. Mais malheureusement, elle n'est pas parvenue à sauver de nombreuses populations des souffrances de l'enfer dans de nombreuses régions de conflit en Bosnie, au Rwanda et en Syrie depuis plusieurs années. L'histoire tragique du petit Aylan de 3 ans devrait nous rappeler de ce pourquoi les Nations unies ont été créées. C'était au début de ce mois. Le corps sans vie du petit Aylan a échoué sur la côte turque alors que son bateau avait coulé dans la mer Égée. Sa famille a tenté d'échapper aux barils d'explosifs dans une ville en Syrie pour arriver dans un pays d'espoir quelque part en Europe. L'officier de gendarmerie turc qui a trouvé le corps d'Aylan a dit qu'il se sentait plutôt comme le père de cet enfant. Il tenait impuissant cet être cher dans ses bras. Et en effet, Aylan, c'est notre enfant à tous, c'est celui de l'humanité. Au moment où nous l'avons trouvé, échoué sans vie sur la rive, nous étions tous perdus dans la misère de notre propre conscience. Mesdames et messieurs, nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas simplement des pages blanches d'un livre d'histoire. Ce sont nos actes qui produisent le meilleur et le pire. C'est une ontologie, certes simple, mais tout à fait puissante, et cela devrait nous permettre de tirer le meilleur de nous-mêmes. Nous devons unifier nos efforts sans tarder pour lutter efficacement contre les tragédies complexes auxquelles l'humanité fait face. De son côté, la Turquie a assumé plus que sa part du fardeau. Elle a assuré la protection à plus de 2 millions de Syriens et à 200 000 Irakiens. De plus, la Turquie abrite maintenant le plus grand nombre de réfugiés du monde. Et notre porte reste ouverte et nos cœurs restent ouverts. Nous accueillons ceux qui fuient la paix et les persécutions. Jusqu'à maintenant, nous avons investi pratiquement 8 milliards de dollars, alors que les contributions internationales se sont limitées à 417 millions de dollars. Au moment où je vous parle, il y a eu 66 000 bébés syriens qui sont nés en Turquie. Il y a eu de nombreuses consultations médicales assurées, 9 millions, et 280 000 opérations chirurgicales assurées pour cette population. 230 000 enfants syriens en âge d'aller à l'école ont reçu une éducation. 460 000 seront intégrés dans le système éducatif avant la fin de l'année. Le nombre de migrants illégaux potentiels qui se sont noyés dans la mer Méditerranée a atteint un chiffre effrayant, 6 000. Entre-temps, 55 000 migrants par mer ont été
sauvés par les gardes côtiers turcs et 235 000 personnes illégales ont été interceptées par l'agence de maintien de l'ordre depuis 2011. Le nombre de Syriens qui fuient, les armes chimiques, les missiles, les bombardements aériens aveugles par le régime Assad et les attaques terrestres par l'organisation terroriste Daesh dépassent 4 millions. Plus de 12 millions de personnes sont déplacées internes. La moitié sont des enfants et ils ont un besoin urgent d'aide. Cette tragédie ne prendra pas fin tant que le gouvernement de la Syrie n'aura pas un gouvernement légitime qui vraiment représente sa volonté et jouit de son appui. Entre-temps, la communauté internationale doit agir avec célérité pour leur fournir une sécurité chez eux, une zone sûre, sans bombardement aérien perpétré par le régime et sans attaques terrestres menées par Daesh et d'autres organisations terroristes. Toute personne qui cherche une solution à la crise syrienne doit penser à la population, penser à cette personne qui tue sa propre population avec des armes chimiques et des bombardements aériens. Chaque minute qu'il reste au pouvoir amène la honte sur nous tous. Nous savons tous que la solution diplomatique devrait être basée sur une transition qui mènera à un changement politique. La Turquie continuera d'œuvrer à cette fin. Mesdames et messieurs, vous n'entendez peut-être plus les voix des 300 000 personnes qui sont déjà mortes. Mais la semaine dernière, j'ai rencontré des représentants de milliers de personnes qui ont marché jusqu'à Edirne, en Turquie, sur cette voie vers un pays imaginaire d'espoir en Europe. J'ai promis de faire entendre leur voix devant la communauté internationale. J'ai rempli ma promesse et pourtant nos responsabilités demeurent. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en effet, c'est ce sens des responsabilités qui nous ont poussés à proposer l'inclusion de ce point, sensibilisation à l'échelle mondiale concernant les tragédies des migrants irréguliers en Méditerranée, en mettant l'accent sur les demandeurs d'asile syriens. Et nous avons demandé que cela soit mis à l'ordre du jour de la 70e session. Notre proposition a été acceptée par l'Assemblée générale le 18 septembre. Ceci nous donne la possibilité d'examiner des réponses viables à cette tragédie des migrants et grâce à un partenariat entre les pays d'origine, les pays de destination et les pays de transit. C'est une priorité pour toute l'humanité maintenant. Mesdames et messieurs, le peuple syrien dans nos frontières n'est pas le seul peuple à souffrir. La tragédie palestinienne continue encore et toujours. Dans mon intervention le 29 novembre 2012 devant cette auguste instance, j'ai lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle soit solidaire côte à côte avec les Palestiniens dans cette demande qui dure depuis 60 ans, cette demande d'avoir un État indépendant à eux. Aujourd'hui, nous allons enfin pouvoir saluer le drapeau palestinien qui battra pleinement devant les Nations Unies. Ceci représente un pas en avant très important pour permettre aux parties d'être sur un pied d'égalité pour un processus de négociation sain qui mènera à une paix équitable et pérenne. Mesdames et messieurs, l'État de Palestine sera indépendant aujourd'hui ou demain et Jérusalem-Est également sera sa capitale éternelle. Comme le président Mahmoud Abbas vient de le dire, le drapeau palestinien sera aussi à Quds Sharif, à Jérusalem-Est, et nous serons là pour célébrer cet événement. Et tous les musulmans, les chrétiens, toutes les nations iront là librement, sans aucune entrave. La ville d'Al-Quds a un sens pour toute l'humanité. C'est une ville qui est sainte pour l'islam, pour le judaïsme et pour le christianisme et doit être traitée comme elle le mérite. L'élargissement des colonisations illégales et les violations qui ciblent les sites saints et notamment Haram al-Sharif doivent cesser immédiatement et sans aucune condition si nous voulons parler véritablement d'un processus de paix. Le caractère sacré de Haram al-Sharif doit être respecté. Nous rejetons dans les termes les plus forts toute tentative visant à diviser l'espace et en temps. Haram al-Sharif, c'est une claire violation du droit international. Vous venez d'entendre l'intervention du président Abbas. Pour nous aussi, la Palestine est un tout indivisible et qui comprend Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza. Le droit des Palestiniens de vivre ensemble en tant qu'un seul peuple doit être reconnu.
une partie intégrale de l'État de Palestine, Gaza, devrait être libérée du blocus illégal et inhumain qui l'accable depuis 8 ans. L'engagement de la Turquie visant à fournir un appui économique et politique très nécessaire aux Palestiniens pour mener une vie digne continuera. Mesdames et messieurs, le vide actuel créé à nos frontières sud et qui résulte de la crise en Syrie a joué le jeu des terroristes et a également ciblé la Turquie. C'est une menace qui a un potentiel de s'étendre à toute la région et au-delà. Le terrorisme ne peut être justifié aucunement. Il doit être condamné sans aucune condition. Toute tentative de lier le terrorisme avec une religion, quelle qu'elle soit, ou avec un groupe ethnique, est une erreur très grave. Et cela ne sert qu'à renforcer la menace terroriste. Aujourd'hui, comme dans le passé, la Turquie combat le terrorisme de tout genre, notamment Daesh et le PKK. Nos efforts de lutte contre le terrorisme et notre contribution à la coopération internationale à cette fin sont bien connus par nos partenaires. Daesh est un produit du vise créé par la crise en Syrie. Il faut maintenant lutter contre les conditions qui l'ont créé, car nous n'y arriverons pas tant que Assad est là avec Daesh. Nous demandons une fois de plus de dire qu'il faut une Syrie sans Daesh et sans Assad. Nous attendons de nos alliés, de nos partenaires et de nos amis à continuer de fournir leur appui et leur solidarité à la Turquie dans sa lutte contre tout type de terrorisme, publiquement et autrement. Les combattants terroristes étrangers est une source de grande préoccupation. D'après les chiffres des Nations Unies, 25 000 combattants terroristes étrangers viennent maintenant de 100 pays différents. Cette menace doit être prise à bras le corps. Renforcer la coopération internationale, notamment en termes d'échange de l'information, est tout à fait essentiel. Mais malheureusement, il reste des lacunes en la matière. De notre côté, nous avons inclus plus de 20 000 personnes sur notre liste des personnes non grata depuis 2011 et nous avons expulsé plus de 2000 personnes qui revenaient de régions de conflit au-delà de nos frontières. Mesdames et messieurs, de la Libye au Yémen, en passant par l'Ukraine, les situations sécuritaires mondiales est extrêmement vulnérable du sud au nord et de l'est à l'ouest. Dans ce temps de vulnérabilité, particulièrement dans notre région, la Turquie prend ses responsabilités de la meilleure façon qu'elle peut avec ses moyens et ses capacités. La Turquie est devenue un acteur majeur et un partenaire fiable en fournissant 3,5 milliards de dollars en aide publique au développement. Nous voyons un lien très clair entre le développement économique durable et la stabilité mondiale. Une façon d'assurer cet équilibre, c'est d'avoir une croissance économique inclusive pour que personne ne soit laissé sur compte, notamment les femmes qui sont les plus vulnérables. Aujourd'hui, la moitié de la population du monde vit avec un revenu de moins de 2,5 dollars par jour et 20 000 enfants meurent chaque jour de la faim et de la pauvreté. La Turquie, en tant que présidente du groupe des 20 depuis décembre 2014, a mis en exergue l'importance de la coopération internationale, de la coordination et de la solidarité si nous voulons lutter contre les risques mondiaux et les incertitudes. Nous avons considéré le caractère inclusif et la lutte contre les inégalités comme une priorité du G20. Mesdames et messieurs, notre génération a été témoin d'un grand nombre de réfugiés, de personnes déplacées, le nombre le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. La grande majorité des crises humanitaires d'aujourd'hui sont liées à des conflits. Le système humanitaire mondial ne dispose presque plus de fonds, alors que les personnes touchées n'ont presque plus de temps. La Turquie accueille le plus grand nombre de réfugiés du monde, mais elle est également présidente du Forum mondial sur la migration et le développement. Et le thème qui revient, c'est renforcer les partenariats, la mobilité humaine pour le développement durable. Nos principales priorités comprennent notamment le fait de promouvoir des liens positifs entre la migration et le développement. Il est grand temps que nous examinions la question humanitaire d'une façon transversale en mettant l'accent sur le lien qui existe entre l'aspect humanitaire et le développement. C'est pourquoi nous attendons avec intérêt de pouvoir accueillir la première conférence ou le premier sommet mondial humanitaire à Istanbul les 23 et 24 mai 2016. Mesdames et messieurs,
les divisions culturelles, si nous permettons qu'elles prospèrent, nous volerons notre avenir. Les conflits actuels dans le monde montrent la propagation de la haine, de la discrimination et de l'extrémisme. Ces crises ont comme conséquence la ségrégation de peuples qui ont une origine ethnique ou religieuse spécifique. Ceci empêche la tolérance, la coexistence et l'harmonie entre les civilisations. Nous devons éviter l'aliénation, l'exclusion. Nous devons éviter de stigmatiser certaines communautés ou certaines religions si nous voulons abattre les murs qui nous divisent. Nous devons agir de concert contre toutes les formes de racisme, de xénophobie, notamment l'islamophobie, sans exception. Et ce n'est que ainsi que nous allons pouvoir lutter ensemble contre l'extrémisme, la radicalisation, le terrorisme d'une manière efficace. Nous devons encourager le caractère inclusif, la légitimité démocratique qui doivent respecter la volonté populaire et leur accord. Nous ne pouvons pardonner le fait d'établir une priorité pour la sécurité oppressive contre les droits universels et les libertés universelles auxquels nous avons souscrit collectivement aux Nations Unies. Nos différences existent, mais notre capacité collective pour surmonter les divisions doivent être renforcées. L'Alliance des civilisations, qui est un projet qui a été lancé il y a 10 ans par la Turquie et l'Espagne, vise à fournir des solutions pérennes à cet égard. Il y a de nombreuses façons de répondre à une peur qui n'est pas fondée, à la méfiance et à la haine dans les sociétés et entre les nations. Le conflit en est une, mais il y a un moyen pacifique de prévenir et de résoudre les conflits, c'est la médiation. L'initiative Médiation pour paix, qui a été lancée par la Turquie avec la Finlande aux Nations Unies il y a 5 ans, a provoqué un grand intérêt et a produit des résultats tangibles pour sensibiliser concernant l'importance de la résolution pacifique des conflits. Mesdames et messieurs, nous souhaiterions voir une solution politique à la crise en Ukraine en se basant sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine et sur les principes des accords de Minsk. Toute solution à ce conflit doit également garantir les droits et la sécurité des Tatars de Crimée. En termes de paix, de sécurité et de prospérité dans notre région, le Caucase du Sud occupe une place importante. Cette région, malheureusement, continue d'être déstabilisée, continue d'être affaiblie par 3 conflits majeurs dans la zone large de l'OSCE. Et toutes ces crises restent sans solution. Nous sommes résolus à continuer nos efforts pour faciliter une résolution pacifique de ces conflits sur la base du respect pour la souveraineté, pour l'intégrité territoriale et pour l'inviolabilité des frontières reconnues internationalement de la République d'Azerbaïdjan. La même chose s'applique à la Géorgie, où nous appuyons l'unité, l'intégrité territoriale et la souveraineté. Nous nous félicitons des mesures prises récemment visant à normaliser et assurer une stabilité pérenne dans les Balkans. Nous nous félicitons des progrès réalisés jusqu'à maintenant dans le processus de dialogue entre Belgrade et Pristina. La Turquie fait partie de l'Europe historiquement et culturellement, et en nous basant sur des valeurs universelles partagées, nous continuons de travailler pour atteindre notre objectif stratégique de devenir un membre de l'Union européenne. Nous pensons que l'Europe a besoin plus que jamais de la Turquie pour renforcer sa sécurité et sa prospérité. Élargir les relations et la coopération avec l'Afrique, d'un autre côté, est également un pilier essentiel de la politique étrangère multidimensionnelle de la Turquie qui met l'accent sur la diplomatie humanitaire. Nous continuerons de partager nos connaissances, notre expérience avec nos partenaires africains, nos sœurs, nos frères, sur la base du bénéfice mutuel et conformément aux principes de solutions africaines pour les défis africains. En Asie, la Turquie a fait partie intégrante des efforts internationaux déployés afin d'arriver à une paix durable et à la stabilité en Afghanistan. Nous sommes convaincus que la communauté internationale doit continuer de prêter son concours à l'Afghanistan. Alors que j'arrive à la fin de mon intervention, je souhaiterais attirer votre attention sur notre engagement sans faille pour une solution juste, globale et durable à Chypre. Ceci doit être basé sur une égalité politique des 2 peuples et sur leur appropriation égale de l'île. Nous espérons un règlement durable qui sera atteint, nous l'espérons bientôt, et nous appuyons les efforts constructifs et efficaces consentis par le côté chypriote turc à cette fin. Mesdames et messieurs, alors que notre population mondiale approche les 10 milliards, la communauté internationale est au seuil d'une période critique. Malgré les grands résultats remarquables atteints, nous avons toujours besoin d'un monde libre, pacifique, stable et prospère et juste. La voie pour la paix, la sécurité et les droits de l'homme sera pavée de bonnes intentions. Mais
nos bonnes intentions ne seront probablement pas suffisantes pour relever les redoutables défis qui se présentent à nous. Nous devons opérer un changement de paradigme et là, il faut que les Nations Unies puissent rester efficaces pour relever ces défis. Certains de ces défis ont déjà provoqué des tragédies. Depuis 70 ans, le monde et les Nations Unies ont changé et ont évolué. Cependant, les changements aux Nations Unies ne sont pas encore assez généraux pour qu'elles soient prêtes et adaptées à la réalité. Malgré les mesures prises jusqu'à maintenant pour s'adapter à la réalité d'aujourd'hui, les réformes ne sont pas complètes et elles resteront incomplètes si nous ne sommes pas en mesure de réformer le Conseil de sécurité. Il y a 70 ans, les pères fondateurs de cette organisation ont été chargés de la mission de protéger la dignité, la sécurité et la prospérité de toute l'humanité. Cette tâche aujourd'hui nécessite la capacité de prendre des mesures décisives et robustes contre les atrocités perpétrées par les agresseurs et par les oppresseurs partout. L'incapacité de se faire non seulement mettrait à mal la vie de millions de personnes touchées par la crise actuelle, cela va également menacer toutes les générations futures en remettant en question la crédibilité du système des Nations Unies. La responsabilité d'arriver à un consensus le plus large possible concernant une réforme globale pour faire en sorte que le Conseil de sécurité soit plus démocratique, plus représentatif, plus transparent, plus inclusif, plus efficace et plus responsable nous incombe à tous. Nous le devons non seulement aux générations futures, mais également aux fondateurs visionnaires de notre organisation. Donc, pour ajouter à ce qu'a dit le secrétaire général Hammarskjöld des Nations Unies, qui doit sauver l'humanité, c'est que nous devons également sauver notre destin partagé. Merci. On behalf of the General Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le Premier ministre de la République de Turquie pour la déclaration qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir l'accompagner.